Chers amis, bonjour, bonsoir, là où vous êtes, au moment où vous y êtes. Je suis docteur Justin Mpati, juriste, expert, consultant bilingue, coach en développement personnel et spirituel, écrivain. Je suis là pour attirer notre attention sur un certain nombre de choses de caractère purement juridique. Le testament, une nécessité pour vous. Ou si vous voulez encore le testament, parlons-en. Le testament, une nécessité pour vous. Mais avant de venir sur les aspects essentiellement juridiques, j'ai bien envie d'aller sur des considérations d'ordre sociologique, social et économique. Vous savez, l'être humain peut être défini comme une personne qui vient naturellement au monde par le biais de deux autres personnes, mâles et femelles, hommes et femmes, et évidemment qui vient nu, qui reçoit ses premiers biens, c'est-à-dire couches, chemises, robes, tout ce qu'il porte, des mains de ses géniteurs, des mains de son père et de sa mère. L'être humain peut également être défini comme un être qui a une famille. L'être humain peut être défini comme un être qui vit en société. L'être humain est éduqué, socialisé, instruit et formé de manière à avoir une activité économique ou des activités économiques, de manière à s'enrichir loyalement, à devenir prospère, à se faire beaucoup de richesses, utiliser une partie de ces richesses pour assurer ses besoins fondamentaux, ses besoins vitaux, utiliser une partie de ces richesses pour construire une très belle maison et vivre dans un environnement très, très coquet, se déplacer dans une belle voiture, dans un bel avion, avoir la possibilité de transporter ses marchandises par voie maritime, par des navires, tisser des relations dans le monde entier. Le bébé qui est né il y a 40 ans, 45 ans, c'est ce bébé-là qui devient aujourd'hui cet homo economicus. C'est ce bébé-là qui devient aujourd'hui celui-là, cette femme-là, cet homme-là, qui a 10 milliards de comptes dans ses banques, en Suisse, au Bénin, en France, en Angleterre, ou que sais-je encore. Mais l'être humain, c'est un être dont la course a de limites. Nous allons tenir compte, nous allons évoluer par rapport à deux éléments pour l'instant. Le premier élément, c'est que l'être humain est comparable à un arbre, ou l'être humain est comparable à une branche. L'être humain a des ramifications. Ces ramifications-là seront saisies par le droit sous forme d'ascendance et de descendance. Voyez, l'être humain a des ramifications. L'être humain a comme base parentale son père, sa mère, son grand-père, ses grands-pères, ses grands-mères, ses arrière-grands-pères, ses arrière-grands-mères. Et de lui vont sortir des descendants, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, et de manière latérale ou collatérale, il va se retrouver dans des relations que sa nature familiale ou que sa famille ou que sa situation familiale lui impose. La relation avec les tantes et les oncles, la relation avec les neveux et les nièces, la relation avec les frères et sœurs. La question reste posée par rapport à cet angle social de l'être humain. Il représente qui?
Ce monsieur-là ou cette femme-là dont nous parlons là représente qui? Et qui le représente après sa mort? Il représente qui? De son vivant. De son vivant, il représente lui-même. De son vivant, quand il n'est pas quelque part et qu'on prend un engagement en son nom, s'il ne ratifie pas, l'engagement-là ne le concerne pas. Pourquoi? Parce que ce que nous traitons en développement personnel et spirituel, le triangle, le corps, l'âme et l'esprit, les trois sont intégrés. C'est-à-dire, il vit. Tant que l'être humain vit, tant que le corps, l'esprit et l'âme, tant que l'esprit vivifie l'âme et l'esprit vivifie le corps à travers le sang, et que les trois sont intégrés, l'être humain est en vie. Il continuera ses relations sociales, les relations parentales, fraternelles, et relations avec les enfants. Tout ça là, ça se poursuit, ça s'impose. Et parallèlement, maintenant sous le second angle, les relations économiques, commerciales, professionnelles. Tant qu'il vit et qu'il n'est pas allé à la retraite, il continuera par servir son employeur. Tant qu'il vit et que le contrat l'exige, il continuera par produire avec son co-contractant. Il va continuer par développer des activités économiques. Tant que vous vivez, vous devez rechercher davantage d'argent. Parce que, apparemment, et d'une certaine manière, l'argent contribue quelque part à la sécurité, même si l'argent ne fait pas véritablement la sécurité. Vous avez le droit d'être riche, mais vous n'avez pas l'obligation. En développement personnel, on vous dira même que vous avez l'obligation. Mais je reste ici en droit pour dire que vous avez le droit d'être riche. Vous avez le droit d'avoir des biens. Mais vous avez l'obligation de ne pas franchir une ligne rouge. Cette obligation que vous avez de ne pas franchir une ligne rouge, c'est la mort, c'est le décès. La question se pose de savoir quand viendra le moment de votre décès, quel sort donnerez-vous à la relation entre vos enfants et votre famille? Quel sort donnerez-vous à la relation entre votre épouse, la veuve, et votre famille? Vous pouvez imaginer vos enfants et leurs oncles, vos enfants et leurs tantes, vos enfants et leurs grands-pères. Si en temps l'intéressé meurt et laisse papa vivant, vos enfants et leurs neveux, votre femme et vos frères, votre femme et vos oncles, votre femme et vos tantes, tout ça. Est-ce que ça ne risque pas de créer un imbroglio social ou sociologique ou familial? Au second angle, la maison que vous avez laissée, les voitures que vous avez laissées, l'avion que vous avez acheté entre-temps, votre activité, votre entreprise, les ouvrages que vous avez publiés, votre ferme et tout ça là, quel est le sort qui leur est réservé pendant que vous n'êtes pas là? Parce que lorsque vous êtes vivant, corps, esprit, âme intégrés, vous sécurisez vos biens si vous êtes informé. Et sur l'autre numéro, j'avais dit le droit vous saisit en tout. Si vous êtes informé et vous savez que le droit est au début et à la fin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est avec lui vous commencez et quand il y a conflit, c'est avec lui vous terminez en justice. Alors, si vous êtes éveillé, les gens sont éveillés, ils vont solliciter le droit chaque fois qu'il doit bouger, chaque fois qu'il doit agir. Mais quand vous êtes vivant, vos biens sont en sécurité. Le temps que vous êtes vivant, vous pouvez décider de là où on va vous soigner. C'est même pris en compte par les droits de l'homme. Voyez, tant que vous êtes vivant, vous pouvez décider de là où vous irez au culte. Vous pouvez décider de tout pour vous. Ça, c'est clair. Mais, et si vous mourrez parce que la mort ne prévient pas? Chers amis, je fais ce numéro-là pour attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de ne pas rendre vos enfants et vos épouses, si vous en avez plusieurs, ou votre épouse,
malheureux après votre décès. Parce que la sociologie africaine est telle que beaucoup de conflits, beaucoup de litiges naissent après le décès de l'enfant ou du parent qui a réalisé beaucoup de biens. Si l'intéressé était un fou habillé qui se promenait dans la ville et qui n'avait rien, et un beau jour il se lève, il meurt, on l'enterre. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne qui a eu à accumuler des biens, qui a eu à travailler, à mobiliser des ressources, à sa mort, des problèmes naissent souvent. C'est peut-être à l'épouse qu'on demande de quitter la maison, alors qu'ils sont mariés légalement. Parfois même, on entretient cela avec des forces mystiques. C'est peut-être aux enfants qu'on veut arracher une ferme. On a peut-être une cérémonie à faire dans la maison, on demande à tout le monde de quitter et on saisit les clés. Si vous ne vous étiez pas doté d'un testament, si vous n'avez pas fait rédiger un testament de votre vivant, comment votre volonté peut-elle continuer par s'imposer aux gens même après votre mort? Parce que le testament est le mécanisme par lequel vous imposez votre volonté après votre mort. Le testament est le moyen par lequel le testament prolonge juridiquement la valeur juridique de votre volonté après votre mort. Vous voyez que c'est intéressant? C'est un mécanisme juridique très, très, très intéressant. L'intéressé meurt, peut-être en 2023, et sa volonté sera exécutée en 2024. Alors que sociologiquement, socialement parlant, si l'intéressé est décédé en 2023, en 2024, il ne peut plus parler, il ne peut plus exercer, il ne peut plus évoquer de volonté, à moins qu'il soit un revenant. Mais le droit vous permet, le droit de votre pays vous permet d'imposer votre volonté même après votre mort. Votre volonté va décider de comment on va vous inhumer. Votre volonté va décider de comment on va distribuer vos biens. Votre volonté va décider de rapports que vos enfants vont entretenir avec diverses personnes. Votre volonté va élever certaines personnes et abaisser d'autres en fonction d'un certain nombre, par rapport à un certain nombre de raisons. Et tout ceci-là, c'est sous la gouverne et sous la protection du notaire. Le notariat, qui est une activité réglementée et suivie et surveillée dans tout pays, n'est pas notaire qui veut, et un notaire ne fait pas du désordre. Par conséquent, chers amis, certes, il existe plusieurs formes de testament. Le testament holographe, le testament mystique, le testament authentique. Mais moi, je vous conseille tout simplement, je ne veux pas rentrer dans ces détails, je vous conseille tout simplement de vous doter d'un testament. Si vous ne vous dotez pas d'un testament, à votre décès, sachez qu'on ne peut plus prendre votre corps, insuffler dedans l'esprit et l'âme pour que vous reveniez à la vie, afin de dire, fais ceci, fais ça là. Ma parcelle qui est à Koutombé là, elle va à ma première femme. Ma maison qui se trouve à Cotonou, elle va à ma deuxième femme. Ma ferme qui se trouve à Pobé là, je la donne au Benjamin. Et les palmeraies que j'ai là, il faut les vendre pour pouvoir assurer les frais de collage ou d'instruction aux enfants qui sont à l'université. Vous ne serez plus, on ne pourra pas, ce n'est pas possible. La science n'est pas encore arrivée là. Par conséquent, vivez comme si vous ne deviez jamais mourir. Mais sachez que vous mourrez un jour. Et préservez l'arrière de vos enfants, préservez l'arrière de votre épouse. Parce que généralement, ceux qui décèdent sans testament, ils laissent leurs épouses et leurs enfants vivre dans l'indignité, vivre dans des difficultés, vivre dans des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Et c'est des va-et-vient entre le tribunal et les domiciles. Ça ne vous développe pas. Je vous remercie.